Bonjour, moi c'est Charles Olivier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du coronavirus parce que je trouvais qu'on n'en avait pas encore assez parlé jusqu'ici. Bien entendu, ces vidéos représentent simplement l'expression de mon opinion personnelle, à part qu'en fait, comme vous pourrez le constater, moi je fais juste essayer de me faire une tête à partir de ce qu'on a pu trouver dans les médias, puis qui est donc censé être basé sur des faits et des opinions de spécialistes. Ceci dit, il est fort possible, qu'en le visionnant, ce fameux vidéo, vous constatiez que vous n'êtes juste pas d'accord avec moi. Alors dans un premier temps, si ce que je vais vous dire vous irrite, je vous recommanderais de tout simplement m'ignorer. Ça va sans doute mieux pour tout le monde. Si cependant vous êtes en désaccord et que vous avez de réels arguments à fournir, je vous invite à simplement répondre par écrit à cette vidéo-là, tant que ça reste dans les limites d'une discussion adulte, calme et polie, comme d'habitude, ou plutôt comme avant la crise, finalement. Alors, pour revenir au fait, une des choses que je trouve plutôt spectaculaire, c'est qu'on n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles avec l'exemple de l'Italie, ou autrement dit, avec l'exemple de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Comme s'il y avait juste deux options de possible. Rien faire du tout, ou s'énerver. Parce que présentement, on s'entend que c'est ça. D'un côté, c'est blanc, l'autre côté, c'est noir, puis au milieu, il n'y a rien. Rien n'est autorisé à exister au milieu de ces deux extrêmes-là en ce moment. Alors, pour en revenir à l'Italie, disons qu'en termes de courbe de progression de maladie, parce que c'est ça qui va représenter ma base de référence ici, c'est une courbe, mettons, qui ressemblerait à ceci. C'est comme le scénario catastrophe que tout le monde veut éviter. Quand je dis tout le monde, ça inclut aussi moi. Je suis donc pas en train de vous dire que c'est pas ça que c'est ça que je veux. Pour ces raisons-là, ce scénario-là, il est juste pas intéressant, puisque totalement non pertinent. Okay? Pas relié à ce que je dis. Ça, on veut tout éviter ça. Alors, il se trouve qu'il y a un autre cas, un autre pays dont on entend beaucoup moins parler, ce qui est d'ailleurs fort dommage et regrettable en mon humble opinion, puis c'est celui de la Grande-Bretagne. Précisons tout de suite que la Grande-Bretagne, elle était jusqu'ici un des pays les moins interventionnistes par rapport à la crise actuelle. Puis c'est drôle, parce que si on compare le nombre de cas qu'il y a eu là-bas par rapport à ceux de la France ou de l'Espagne, qui sont pourtant deux autres pays européens de taille et de population comparable, on peut voir qu'ils sont exceptionnellement, voire même anormalement bas. Notamment compte tenu que les deux autres pays dont je parle ont adopté des mesures tout autrement plus interventionnistes. Donc, grosso modo, en Grande-Bretagne, on parle 3 000 morts, alors qu'en Espagne, 20 000 morts, en France, 11 000 morts. Des cas, excusez. 3 000 cas en Grande-Bretagne, 20 000 Espagne, puis 11 000 France. Okay? Donc déjà là, il y a un important constat à adresser. Jusqu'ici, tout ce qu'on nous répète, c'est que ceux qui interviennent le plus ont moins de cas. Donc si plus d'interventionnistes donnaient forcément, automatiquement, des meilleurs résultats, si c'était si linéaire que ça, ce serait en fait la situation opposée qu'on constaterait au niveau des résultats réels. Je ne suis pas en train de dire que c'est une loi inverse qui s'applique, je vais prendre juste 3 cas de toute façon. Ça fait juste dire que si cette théorie-là est si vraie que ça, comment expliquer le contre-exemple de la Grande-Bretagne? Bon, il y a évidemment certaines pistes d'explication qui semblent assez faciles et évidentes. Premièrement, l'insularité de la Grande-Bretagne doit bien être un facteur protecteur. Deuxièmement, ce serait une fausseté totale que de dire que la Grande-Bretagne fait la même chose que l'Italie. Contrairement à eux, ils ont pu avoir le temps, prendre le temps de voir venir le problème, de s'y préparer, puis d'implanter des mesures. Donc, c'est juste pas nécessairement les mêmes mesures que dans les pays très interventionnistes comme, disons, le nôtre. D'ailleurs, leur raisonnement n'est pas exactement le même non plus. Était pas exactement le même. En fait, leur approche impliquait notamment de reconnaître l'importance de se développer une immunité grégaire. C'est une approche qu'ils appelaient la mitigation. Je dis bien appelait parce qu'ils ont dû changer récemment pour adopter eux aussi des mesures plus interventionnistes. Or, comme on peut le voir, c'est pas à cause du nombre de cas. Là. Non, c'est parce que toute proportion à regarder, il est exceptionnellement bas, comme on vient de voir. On pourrait plutôt dire que c'est à cause de la vague de peur, et plus précisément de la panique qui a balayé à peu près la grandeur de la planète et dont la Grande-Bretagne n'a pas été épargnée malgré toute son insularité.
C'est comme ça qu'ils ont dû finalement fermer leurs écoles, ce qu'ils n'avaient justement pas fait jusqu'ici, puis qui ne l'a justement pas empêché d'avoir un des meilleurs bilans. Maintenant, si on en venait un peu au cœur de la question. Comme je disais tantôt, le cas d'Italie, c'est évidemment notre scénario catastrophe. On va l'appeler le scénario numéro 1. Le cas numéro 2, ou le scénario numéro 2, c'est celui sur lequel tout le monde table en ce moment. C'est-à-dire, bien sûr, l'aplanissement de la courbe, essentiellement par confinement. Quand je dis tout le monde, ça inclut moi aussi. Là. Donc, plutôt faire une courbe comme ça, qu'on fait une courbe plus plate. Le cas numéro 3, lui, on en parle déjà beaucoup moins. Même c'est que il consiste à dire que si on essaie de trop aplatir la courbe, mais qu'au final, les sacrifices qu'on s'impose sont trop grands, ben à la fin, on risque surtout de s'échapper. De sorte qu'au final, on se retrouve avec un cas analogue au scénario 1, mais juste différé dans le temps. Pas tellement plus avancé, right? Puis là, c'est pas moi qui dis, c'est les experts. Le cas numéro 4, si au contraire, ça c'est le scénario le plus intéressant, si au contraire les mesures appliquées sont assez vivables, assez praticables, pour pouvoir être durables dans le temps, ben là on se donne toutes les chances de se rendre jusqu'à un point où les médecins auront développé un vaccin ou un antidote. Puis là, ben dans un cas comme dans l'autre, le mégapi qui va être juste anéanti, de sorte que ça ne servira même plus à rien d'en parler. On assistait plutôt à une chute dramatique et fantastique des cas. À partir de là, je ne sais pas si vous voyez tout de suite où est-ce que je veux en venir. Personne ne parle ici de ne pas aplatir la courbe. La seule chose dont il est, ou dont il devrait être question selon moi, c'est plutôt quelle amplitude on veut donner à cette fameuse courbe. Donc on ne devrait pas être dans l'absolu, le blanc, le noir, mais entièrement dans la subtilité ici. Là. D'autant plus que, comme on vient de voir, si on force trop la note, si on essaie trop de l'aplatir, ben on risque surtout de s'échapper puis d'en revenir au scénario numéro 1, qui est comme pas bon. Là. Inversement, si on l'aplatit juste assez, ou en d'autres termes le moins possible, un peu comme la Grande-Bretagne a pu faire jusqu'à tout récemment, ben on se donne toutes les chances de garder des forces, des réserves, des munitions, pour nous rendre à destination. C'est-à-dire au scénario 4 du vaccin ou de l'antidote. J'oubliais. Il y a aussi un 5e scénario qui, lui, serait, disons, assez plate, merci, mais qui ne représente pas moins une possibilité bien réelle. Parce qu'en effet, rappelons-nous qu'au moment où on se parle, il n'y a absolument rien qui garantisse hors de tout doute qu'un vaccin ou un antidote sera trouvé, du moins à court terme, ou dans le genre de délai qu'on pourrait souhaiter. Donc, si on se contente de simplement appliquer le scénario scientifique de base, celui qui impliquerait que toute chose demeure par ailleurs égale, donc le scénario ceteris paribus, pour ceux qui parlent un peu de latin, ce serait quoi? Ben, ce scénario-là, ce qu'il dit, lui, c'est que tôt ou tard, il y aura au moins 50%. Il y en a qui parlent de 60%, il y en a qui parlent de 80%, mais disons qu'on va être généreux, puis qu'on va juste se contenter de 50%. De la population qui va être infectée. Et que si on s'en tient aux estimés les plus récents, et qu'on prévoit qu'environ 1% quelques de ces gens-là vont mourir, mais ça fait quand même 0,5% de la population qui meurt, ce qui est évidemment énorme. Mais surtout, ce que ça dit, c'est que ce scénario-là, à moins qu'on réussisse à se rendre au scénario 4, là, un peu comme Frodon qui fait son bout de chemin pour se rendre jusqu'au monde du destin, mais c'est ça qui va se passer. Donc, c'est par rapport à on s'entend-tu que ce serait plutôt par rapport à ce scénario-là qu'on devrait réellement se mesurer, lui qui est techniquement ou en principe inévitable, plutôt qu'au scénario de l'Italie. Alors ça, il n'y a comme pas grand monde qui ose en parler. C'est sûr que c'est bien plus fun de se comparer à l'Italie, puis de nous faire croire que le pire est derrière nous, puis qu'en avant de nous, ben, si tout va bien aller, si on veut juste appliquer à la lettre les directives du gouvernement. La vraie réalité, c'est plutôt celle que je viens de dire. Alors, quoi qu'on fasse, le même nombre de personnes vont être infectées au total. Il y aura un risque d'être grosso modo 50%, puis ça, l'aplatissement de la courbe va absolument rien changer à ce niveau-là. Les spécialistes sont d'ailleurs les premiers à reconnaître. Le nombre de cas va être la même. L'idée de la stratégie de l'aplatissement de la courbe, c'est juste d'étaler les cas sur le temps pour les rendre plus gérables. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste une façon de les étaler, ni que juste une amplitude de courbe possible, souhaitable ou même admissible. Autrement dit, même si on faisait carrément rien, il y aurait quand même grosso modo 50% de la population qui ne sera juste pas infectée.
ou plus précisément qui ne représentera même pas de symptômes. Tandis que même dans les 50% d'ailleurs qui vont être infectés, qui présentera des symptômes, mais ça ne sera pas nécessairement tous des symptômes extrêmes, bien au contraire. De façon ou d'une autre, cette infection-là, par grosso modo 50% de la population, ben c'est elle qui va permettre par la suite à l'humanité, puis ou à la population, de développer une humanité grégaire qui va effectivement lui permettre de passer à travers. Ce qui faisait d'ailleurs partie intégrante de la stratégie britannique. Et ça fait d'ailleurs ressortir que dans une pandémie, oui, c'est normal qu'il y ait des morts, même que le nombre de ceux-ci est déjà prévu d'avance. D'ailleurs, on compare déjà la pandémie actuelle à la grippe espagnole du siècle dernier, même si, disons que ça reste encore à voir, d'autant plus que les conditions sanitaires d'aujourd'hui sont quand même, on s'entend, pas mal meilleures que celles de la Première Guerre, en tout cas. Donc, ce fameux scénario numéro 5, c'est évidemment le scénario le plus plat, mais qui n'en est pas moins possible, ou tout le moins pas mal plus possible que le scénario 1, qui, lui, sera plus jamais pertinent. C'est une bonne nouvelle. Et pourquoi? Parce que, en effet, ça ne sert à rien de comparer l'humanité post-COVID à l'humanité pré-COVID. Pas plus que ce serait pertinent de comparer des pommes et des oranges. Je pense que s'il y a une chose qui est claire dans tout ça, c'est que l'humanité ne sera plus jamais la même. Non seulement c'est une bonne chose, mais c'est en fait une des meilleures choses qu'on n'a jamais pu faire ensemble jusqu'ici. En effet, pour la première fois, tout le monde, et puis quand je dis tout le monde, c'est pas juste tous les gouvernements, ce qui est déjà assez incroyable, mais tous les humains, individuellement, à toute fin pratique, disent une seule et même chose, puis c'est quoi qu'elle dit? Cette humanité-là, elle dit, on n'en veut pas de ce virus-là, on va être plus fort que cette cochonnerie-là. Fait que pour une fois, on a réussi ce qu'aucun mouvement humain a pratiquement réussi à accomplir jusqu'ici, c'est-à-dire la sensibilisation, donc la conscientisation de pratiquement tout le monde par rapport à un enjeu en particulier. Alors, à partir de là, c'est-tu si exagéré de dire que, en tout cas, à mon humble opinion, la bataille est en fait pratiquement gagnée, là. Parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui pourrait avoir un tel pouvoir que celui dont on vient collectivement de se doter. Puis, à partir du moment où on s'est doté d'un pouvoir comme celui-ci, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a plus la moindre mesure gouvernementale qui soit réellement nécessaire. Parce que, selon moi, supposons, comme j'invite donc à l'envisager, qu'on enlèverait toute forme d'ingérence, d'interdiction gouvernementale, qu'on dirait simplement au gouvernement de retourner se mêler de leurs affaires, ils nous disent de rester chez nous, qu'ils restent chez eux aussi, puis d'enlever de ce dossier-là de leurs habituelles grosses mains pesantes, non subtiles, pas précises, maladroites, et même carrément arbitraires. Exemple d'arbitraire, en passant comme ça, les restos doivent fonctionner à 50% de leur capacité. Là, c'est pas 40, pas 60. Non, c'est 50 piles. Puis étrangement, même la Chine elle-même n'a même pas jugé bon de fermer ses restos et ses bars. D'un pays à l'autre, ça varie drastiquement. Donc, si l'État décidait de se mêler de ses affaires, il se passerait quoi, selon vous? Est-ce que les gens arrêteraient soudainement de se confiner? J'ai comme un petit doute. Même qu'en fait, la réponse pourrait alors sans doute pas être plus ou mieux ciblée, puisqu'elle viendra des gens eux-mêmes, plutôt que d'une autorité supposément supérieure, comme si on était des enfants qui ne savaient pas trop comment gérer leur vie, et puis surtout comme si on ne savait pas comment protéger nos vies au meilleur de nos capacités, surtout maintenant que l'information sur le virus est non seulement accessible à tout le monde, mais qu'elle est connue de tout le monde, elle est plus claire que jamais, puis elle est même d'ailleurs de plus en plus claire de jour en jour. Un petit exemple vite de même. Est-ce que les personnes âgées commenceraient à sortir de chez eux à qui mieux mieux? Disons que ça me surprendrait. Est-ce que les gens se mettraient à voyager en fou ou en malade? Je peux vous dire que déjà que la réponse, c'est que non, ils ne feront pas ça pour la simple et bonne raison que les gens ne sont pas cons. Je pense qu'à un moment donné, il faut oser s'en remettre à l'instinct de conservation de l'espèce humaine, tant sur une base individuelle que collective, surtout que cet instinct-là aura sans doute jamais démontré sa puissance de façon plus éclatante. C'est réglé. Je ne dis pas qu'il faudrait nécessairement
que l'État ne fasse plus rien par rapport au virus. C'est ce que je dis, c'est que même s'il ne faisait plus rien, on continuerait de le combattre, et très efficacement. On n'a pas besoin de lui pour combattre ce fléau-là. On est déjà très bien capable de le faire par nous-mêmes. C'est déjà ça qu'on fait. Je pense pas qu'on va avoir... Je pense que c'est surtout ça qu'on va avoir réussi à prouver de façon on ne peut plus éloquente. Ceci dit, je pense que sans avoir enlevé toute intervention de l'État à ce niveau-là, il y aurait quand même place à réduire énormément l'enflure qu'il a pu prendre au cours des derniers temps. Je pense notamment à des mesures scientifiquement controversées, pour rester poli, comme la fermeture des écoles. Notamment compte tenu que ce sont justement et précisément les jeunes qui sont pas les principales victimes du virus. Qu'il y a dans bien des pays, dont notamment ceux qui commencent à sortir de la crise, ces pays-là n'ont pas appliqué cette mesure-là, ou du moins pas à la grandeur du pays. Je parle ici de pays comme la Corée du Sud, Singapour, Taïwan. En fait, il y a juste une poignée de pays qui ont fait ça, dont notamment l'Italie et la Chine, dont le contexte n'est aucunement comparable là, à ceux des autres pays. Ils étaient des premiers, ils n'ont pas eu le temps de se préparer, fait qu'ils sont allés, ils ont mis la totale. Et quand on y pense, il y a une incohérence assez flagrante dans le fait qu'on ferme les écoles, alors que les enfants sont peut-être les plus résistants au virus. Tandis que le reste des jobs, eux autres, ils ont le droit de continuer, alors que c'est bien plus dans ces jobs-là qu'on risque de trouver des personnes âgées ou des voyageurs. Alors pour conclure, ce que je propose, ça change essentiellement rien à ce en quoi consiste notre stratégie globale actuelle face au virus, qui est bien sûr le confinement. Du moins dans la mesure du possible, et du moins donc le confinement des personnes qui sont réellement ou directement visées par le virus. Tout ce que ça changerait, c'est qu'au niveau de la courbe, ben peut-être qu'elle serait un petit peu moins plate, mais qu'elle serait d'autant plus gérable. Ce qui serait d'ailleurs notre meilleur gage de survie, au bout du compte. Parce que plus elle est gérable, plus on peut se rendre au cap. Puis si elle n'est pas énormément plus élevée, ben, elle reste en principe encore gérable par le système de santé. Il y aurait également une autre implication. Parce que là, en ce moment, pendant qu'on se fait bombarder un graphique par-dessus l'autre, toujours en rapport au virus lui-même, on commence à peine, ici et là, à envisager l'ampleur du prix réel, du coût réel que notre espèce de réaction de panique et d'hystérie générale va forcément, elle va pas manquer d'avoir non seulement au niveau économique, mais aussi au niveau sociologique, psychologique, on n'a nommé que ceci. Mais si on fait pour tout de suite que se concentrer sur l'économie, parce qu'après tout, c'est quand même en principe une priorité numéro 2, maintenant que la santé vient de prendre la place numéro 1. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on est essentiellement en train de jouer avec le feu, là, puis je pense qu'on ne réalise pas l'ampleur des ravages que ce feu-là risque de créer. En ce moment, les commerces sont vides, ils commencent à envisager de fermer au moins quelques jours par semaine, ce qui est en passant la façon idéale de se mettre en récession. Puis au-delà de ça, ben, les cours du pétrole sont en creux historique, sans parler pratiquement d'un crash boursier. Alors, on parle d'un coût total possible d'environ 1,7 billion de dollars, ce qui impliquerait des récessions dans toutes les plus grandes économies du monde, dont la nôtre. Le pire, c'est que personnellement, je suis pour la décroissance. Mais pas nécessairement dans le chaos, la débandade, les cris, les pleurs et les grincements de dents. Ça n'a pas besoin de se passer comme ça. Ça n'a pas à être comme ça. Bon, c'est sûr qu'il y a une crise économique globale de proportion complètement majeure. Mais j'avoue qu'au Québec et au Canada, ça ne va quand même pas coûter autant de vie que le coronavirus, du moins à court terme. En fait, le nombre de vies que ça va nous coûter ici risque de ne pas être si gros, sauf qu'on est déjà sans doute déjà capable de voir qu'en termes de qualité de vie, pas juste de quantité de vie, ben on fait juste commencer à y goûter. Puis il n'y a pas juste ça. Peut-être qu'ici, il n'y aura pas tant de pertes humaines, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas ailleurs, par exemple. Surtout parce que, parce que quand il y a une crise économique, c'est qui est toujours invariablement le plus touché, le plus directement touché? Ben, c'est toujours les pays les plus pauvres, puis encore là, c'est toujours la partie la plus pauvre de leur population, comme pour le changement climatique, etc.
Ben oui, c'est sûr qu'une crise économique, oui, elle va se traduire par des pertes de vie, puis pas juste une ou deux. Là. Donc, c'est bien beau de nous payer une belle petite crise économique, puis un beau grand congé collectif. Là. Ils disent, on s'en va en vacances, puis ça va se faire des éco-villages, ça va être drôle. Ouais, mais au final, c'est les plus pauvres qui vont payer à l'échelle de la planète. Puis, tant qu'à commencer enfin à parler d'une seule et même voix, en tant qu'humanité, ben pourquoi ne pas en profiter pour justement nous montrer réellement solidaires les uns envers les autres, plutôt que juste penser à notre santé à nous, ou à notre économie à nous, ou à nos vies à nous, à notre société. Là. D'autant plus que ce que les pauvres vont vivre ailleurs, ils vont le vivre ici, même à moindre échelle. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Ce qui va ailleurs se traduire en perte de vie, nous aussi, on va le vivre, même si c'est juste en qualité de vie. Donc, oui, on est interdépendant, plus que jamais, en fait. Et oui, il y a un prix à la peur, aux restrictions de tout ça, ce qui rend d'autant plus essentiel, à mon sens, de se demander si elles sont si vraiment elles sont si nécessaires que ça, puis d'oser les remettre en question comme je viens de le faire. Donc, pour résumer, on a le choix. Entre aplatir la courbe le plus possible, stretcher ça, là, risquer ainsi un deuxième pic, puis se retrouver comme gros gens comme devant, ou chercher au contraire à l'aplatir le moins possible, de façon la plus subtile et délicate possible, de sorte que oui, elle sera peut-être un petit peu moins plate, mais qu'elle aura d'autant plus de chances d'être durable. Puis donc de nous conduire au fameux scénario numéro 4, au scénario idéal du vaccin, etc., sans trop de dommages, et donc avec un minimum de pertes au niveau économique, et même en termes de vie humaine, du moins à l'échelle de la planète. On ne parle donc pas ici d'une simple variation d'amplitude de la courbe. Non, oui, justement, on parle en effet qu'ici qu'une simple variation de l'amplitude de la courbe, et non, la référence, c'est pas le scénario de l'Italie, le scénario numéro 1, parce que la vraie référence, c'est le scénario numéro 5 qui dit que de toute façon, à moins, justement, on réussisse à se rendre au 4 sans trop de problèmes, c'est 50% de la population qui va être affectée tôt ou tard, qu'on le veuille ou pas. Donc oui, notre seul espoir, c'est de garder des munitions pour nous rendre au 4. Et non, c'est pas en se tirant dans le pied, en s'auto-torpillant, puis en jammant notre système au grand complet, qu'on va y arriver. Puis c'est encore moins en nous croyant bien bon de faire ça, puis en nous craquant à couler notre propre navire au meilleur de nos capacités. Alors c'était mon petite opinion personnelle à 2 scènes. À partir de là, vous en ferez bien ce que vous voulez. Au fait, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Qu'est-ce que je conseille ou que je préconise? Voilà. En gros, disons que les recommandations du gouvernement, mettez-les. Si on les mettait un peu sur une tablette, qu'on lui rende un peu la monnaie de sa pièce pour une fois, là, ne serait-ce que quelques minutes, ne serait-ce que juste le temps de nous remettre en question. Puis au lieu de regarder dans les journaux, la télé, pour voir et savoir ce qu'on a à faire, si on regardait plutôt en nous-mêmes, à la place, puis qu'on se posait les vraies questions. Est-ce que je suis encore capable de travailler? Est-ce que je me sens la force physique de faire face à ce virus-là? Est-ce que je me sens la force morale de faire face à cette peur-là? Est-ce que je sens que dans ce contexte, que mon travail serait utile et nécessaire, notamment dans ce contexte de crise? Et est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que ça vous tente de le faire? Est-ce que vous croyez donc pouvoir rejoindre les rangs des héros qui, courageusement, continuent présentement de travailler puis de faire virer la machine économique dont nous dépendons tous collectivement? Là. Ou est-ce que ça nous tente de sortir, de voir du monde, et de profiter du fait qu'à tout le moins, les restaurants sont encore ouverts à 50% de leur capacité, puis d'en profiter pour justement les faire virer un peu? Ou inversement, est-ce que, considérant votre âge, votre condition de santé, ce serait juste mieux pour vous de tout simplement rester chez vous? J'aimerais... Ouais, donc oui, il y a quelque chose d'un peu inverse dans ce que je dis au discours ambiant, mais vous comprenez que le but, c'est qu'il y ait une sorte d'équilibre dans tout ça. J'aimerais en revenir un peu sur le cas des écoles et des enfants.
dans le moment au Québec, la collecte des ordures puis du bac bleu sont continuées parce que c'est considéré comme un service essentiel. Donc, ce qui veut dire que l'éducation et la prise en charge des enfants, c'est techniquement, c'est pas vraiment considéré comme un service essentiel. Ça, c'est des belles valeurs. S'il y a une chose sur laquelle les données sont pourtant unanimes, c'est que les enfants sont, comme je l'avais mentionné tantôt, sont de loin, vraiment très loin, les meilleurs pour faire face au coronavirus. Jusqu'ici, il y a eu carrément 0 infection fatale pour des enfants en bas de 10 ans. Puis seulement un adolescent de 14 ans qui serait mort. Les symptômes du COVID sont par ailleurs infiniment moins pires pour les enfants. En fait, ce qu'on constate, c'est que pour eux, c'est pratiquement, grosso modo, juste un rhume comme les autres. Là. Quand c'est pas carrément asymptomatique. Puis, donc, c'est nos meilleurs, quand on y pense, c'est nos meilleurs guerriers. Or, on veut surtout pas les envoyer au front, alors que s'il y en a qui pourraient contribuer à aller chercher notre immunité grégaire, ça serait bien eux. On n'a comme pas compris que la situation actuelle, c'est comme inversé. Là. Dans le moment, c'est pas à nous de protéger les enfants, mais eux pourraient nous protéger. En plus, s'il y a une chose qui est claire dans la recherche, c'est qu'il n'y a justement aucun lien qui a été clairement établi entre les enfants et la transmission du virus. Quand tu fermes les écoles, ça semble impliquer, logiquement, que les enfants sont de très gros transmetteurs. Mais où la preuve de ça? Là? Votre chance peut trouver, parce qu'à date, cette preuve-là, elle semble pas trop exister ou vraiment pas très claire. Donc, si on ferme toutes les écoles, juste en se basant sur le principe de précaution, correct. Mais ça, si on veut être logique, dans ce cas-là, pourquoi le principe de précaution, il appliquerait juste aux écoles et pas à tout le reste? Pourquoi ce serait les écoles qui seraient ciblées en premier par le principe de précaution, alors que tout semble au contraire indiquer que les enfants sont infiniment plus résistants que les autres, puis que, comme je disais tantôt, c'est dans les autres commerces qu'on risque d'avoir plus de cas là, virulents. Toujours dans la veine de « c'est pas si pire que ça », déjà on nous apprend que la Chine est en train de prendre le contrôle sur son coronavirus. Donc déjà là, il semble qu'il ait sérieusement lui nous demander si les gros scénarios de films d'horreur qu'on nous balance par la tête sont réellement si fondés que ça. Parce qu'autrement, comment ça se fait que la Chine elle a vécu la crise, elle a eu ses infections, elle a eu ses morts, son système de santé a manifestement résisté, puis surtout, ça n'a pas duré éternellement, qu'il y avait même qu'on trouve un vaccin, le nombre de nouveaux cas a commencé à diminuer, voire chuter. C'est quelque chose qui ne fit comme pas. Là. Mais ce que ça montre, puis là encore c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a évidemment le fin, ou du moins un début de fin à tout ça. Et puis que c'est sans doute même pas, probablement pas mal plus proche que ce qu'on pense. Puis surtout, ce que ça fait ressortir, c'est qu'une pandémie, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, c'est pas la première, c'est pas la dernière. On s'en est toujours sorti par le passé. Ça va être encore ça maintenant. On est fort, on est capable. Et puis quand même qu'on s'obstine sur les détails de la stratégie adoptée, de un, en soi, c'est une bonne chose. Puis de deux, quoi qu'on fasse à partir de maintenant, c'est désormais très clair, du moins à mes yeux, que l'objectif de la stratégie actuelle, qui est bien sûr d'éviter un engorgement excessif du système de santé, il va être atteint. De sorte que oui, ça commence déjà à être le temps de penser à tout le reste. Puis donc à tout ce qu'on trouve à mettre de côté en ce moment. Une dernière chose, je vous inviterai tous à rejoindre mon nouveau groupe Facebook Refaire le Monde, où je devrais publier d'autres choses intéressantes au cours des prochaines années, ou si Dieu le veut, au cours des prochains mois. Ah oui, une dernière chose, si vous avez compris l'ampleur et la nature de ce que je cherche à combattre, puis de ce que je cherche à protéger dans cette vidéo-là, vous aurez sans doute compris que cette vidéo-là, il est fait pour être partagé. Alors, à tous ceux qui vont le partager d'avance, je vous dis bravo, parce que rien qu'en se faisant ça, vous faites un geste courageux, un geste qui montre que vous êtes plus fort que la peur, plus fort que le jugement, puis précisément, donc, vous faites exactement le genre de geste dont on a le monde, selon moi, définitivement le plus besoin en ce moment. Donc, en fait, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, c'est d'ailleurs votre droit le plus fondamental garanti par la Constitution et tout, juste au cas où ça pourrait vous rassurer, disons que j'ai comme pas l'impression que juste parce que j'ai fait cette vidéo aussi, les politiques gouvernementales vont être changées ou vont être inversées ou même changées demain matin. Alors, juste en passant de même,
je pense qu'honnêtement, à ce niveau-là, vous pouvez réellement dormir sur vos deux oreilles. Et pour finir, pour de vrai cette fois, merci et bravo d'ailleurs à ceux qui vont avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Et s'il vous plaît, avant de me jeter des tomates, je vous inviterai simplement à garder en tête ce beau proverbe anglais qui dit Don't shoot the messenger. Autrement dit, plutôt que vous en prendre à moi, ben, prenez-vous-en donc à mes points et mes arguments, puis commencez à faire ça ensemble comme des gens, comme des grands, puis comme des personnes civilisées. Donc, comme on faisait avant la crise. S'il vous plaît, merci. Alors, on en est capable. Je vous fais confiance. Salut!